Sunderlight Production. Je pense que les enseignements du kayak, et je pense que c'est quelque chose qui est assez commun dans les sports nature, c'est que de toute façon, t'as beau être très bon, à un moment donné, l'élément, il sera toujours plus fort que toi. Donc, face à la rivière, tu restes qu'un homme et je pense que c'est important de rester à sa place. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Nouria Newman aujourd'hui. Bonjour Nouria. Bonjour. Très heureux de t'avoir face à moi de manière virtuelle puisqu'on est à distance, mais très heureux de t'accueillir sur le podcast Ultra Talk. Comme je te l'ai dit juste avant d'ouvrir les micros, ça fait je pense au moins 2 ans que ton nom est sur mon petit listing d'invités, donc je suis très heureux de débuter l'année 2024 par cet enregistrement. Avec toi, la première question que je peux te poser, c'est où est-ce que tu te trouves au moment où on enregistre et comment tu débutes l'année 2024 ? Alors là, je suis entre Tignes et Val d'Isère. Donc c'est là où j'habite. Et je débute 2024 un peu dans le froid parce que j'ai fait le choix de pas partir dans l'hémisphère sud en début d'hiver et de profiter un peu de l'hiver en France. Donc de faire un peu de ski dans la région parce que ça s'y prête bien. Et aussi du kayak quand il y a les conditions, donc quand il fait froid et qu'il pleut. Mais le Bon. Jura a des très belles rivières. Oui, c'est clair, je te confirme. Alors, des rivières, mais aussi des très belles routes, moi qui suis cycliste, mais c'est vrai que le Jura est une région formidable. Et la période de l'année dans laquelle on est, Nouria, aujourd'hui, avant qu'on rentre vraiment dans la discussion de cet épisode, c'est une période... c'est quoi pour toi là ? C'est le repos, parce que je sais que tu es originaire de la région Rhône-Alpes. C'est quoi ? C'est le repos, c'est des vacances, c'est des préparations des futurs projets. Là, tu es dans quelle phase aujourd'hui ? Alors là, c'est dur parce que j'ai pas vraiment un cadre très construit. En fait, c'est un peu, je choisis mes objectifs sur chaque saison, d'année en année. Et cette année, j'ai vraiment fait le choix de faire un peu une coupure là sur la toute fin d'année et 2023 et début 2024 parce que depuis de octobre à décembre, j'ai enchaîné un projet au Pakistan et un projet au Népal. Donc c'était fatigant et donc j'avais besoin de pas repartir tout de suite et de récupérer de ça avant de me reprojeter à nouveau sur d'autres projets. Donc c'est un peu une Intéressant. transition C'est une transition, repos, ouais. reprise et repréparation. Bon, tu vas nous expliquer justement toutes ces différentes phases, on va creuser toutes ces différentes phases, mais avant qu'on lance l'épisode, et comme je le fais systématiquement pour les fidèles auditeurs, auditrices et même nouveaux, les nouveaux arrivants sur le podcast, qui ne connaissent pas encore Nouria, est-ce que tu peux te présenter, Nouria, s'il te plaît ? Ah Euh, Question difficile. Alors, donc je m'appelle Nouria Newman, j'ai 32 ans et je suis kayakiste professionnelle. C'est pas dans admission post-bac et c'est assez difficile à expliquer, mais en gros, je suis athlète professionnelle. J'ai d'abord commencé par un parcours classique de compétition dans le système fédéral avec le slalom, qui est la discipline olympique, qui sera d'ailleurs au JO à Paris. Et puis en 2017, j'ai vraiment transitionné. Enfin, je faisais déjà un peu tout, mais j'ai vraiment arrêté le slalom et je me suis consacrée au kayak de rivière, que les gens appellent aussi kayak extrême parce que on aime bien les mots à la mode comme ça. Ouais, c'est très extrême, hein. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos, je vous invite à aller voir les différentes vidéos de Nouria. Ouais, c'est assez extrême, effectivement. C'est le bon mot, je pense.
Voilà. Et donc, aujourd'hui, sur cette discipline, j'ai quelques compétitions. Donc, on a un championnat du monde tous les ans, un championnat d'Europe. Mais ce que je fais surtout, c'est des projets. Et donc, ça consiste soit à descendre des rapides très complexes, soit à faire des expéditions ou des voyages pour ouvrir des nouvelles rivières. Bon, très intéressant. Alors, ce qui est certain, effectivement, suite à cette présentation, c'est que tu es connu à l'international, justement pour ces différentes expéditions pionnières dans des rivières qui sont très souvent hostiles. Tu es toujours une athlète Red Bull, hein, Nouria. Oui, tu es une athlète Oui, oui. Red Bull, c'est ça. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos. Franchement, c'est tout simplement bluffant. C'est aussi pour ça que j'ai voulu que Nouria soit sur le podcast, parce qu'elle a toute sa place dans le podcast Ultra Talk, justement. Mais j'aime, comme je le dis à chaque fois, rembobiner un peu l'histoire. Et Nouria, petite, est-ce que tu te souviens la première fois où on t'a posé dans un kayak? De ce que j'ai pu lire ou de ce que j'ai pu entendre, c'est quand même presque une transmission familiale. Alors, mes parents, à la base, ils sont pas kayakistes, mais ils faisaient du canot blaireau. Euh, Qu'est-ce que le canot blaireau? et ben justement, c'est vraiment un truc de blaireau. Désolée, papa, maman. Non, mais c'est vraiment un truc de copains d'école où un jour, ils se sont dit qu'ils allaient descendre la rivière qui passait devant chez eux en chambre à air de tracteur. D'accord. Et ils ont commencé à le faire régulièrement. Puis les copains, ils voulaient aussi y aller. Et puis les touristes arrivaient et demandaient si eux aussi ils pouvaient le faire. Et donc de fil en aiguille, ils ont monté une activité commerciale estivale qui s'appelait vraiment le canot blaireau. Donc ils fixaient en fait un siège en plastique sur une chambre à air de tracteur et ils descendaient une section de l'Isère dans Val d'Isère justement. Et sauf qu'en fait, ils faisaient un peu de la concurrence aux entreprises de rafting qui étaient basées plus bas sur l'Isère, donc sur des sections en aval, et qui les ont dénoncés. Donc ils ont dû embaucher un brevet d'état de canoë-kayak qui avait les prérogatives en fait pour encadrer du kayak et par conséquent du canot blaireau. Et c'est comme ça un peu qu'ils ont commencé à avoir un lien avec le monde du kayak et à avoir des copains qui faisaient du kayak via Christophe justement. Et mon père a commencé un peu à naviguer comme ça. Et donc petite, j'ai vu des copains, mon père arriver à la maison avec des kayaks sur le toit de la voiture et j'ai eu envie d'essayer, sauf que j'étais trop jeune et donc je savais pas nager. Donc mes parents ont dit bah non, tu peux pas, t'es trop petite, tu sais pas nager. Euh, et donc j'ai dû suivre les cours de natation. Et une fois que j'ai vu il y avait un diplôme qui disait qu'on pouvait nager, là je suis revenue à la maison avec le diplôme et je leur ai demandé si maintenant ils pouvaient m'emmener au club de kayak. Et donc j'ai commencé vraiment dans le club local après avoir eu mon canard d'or à la piscine avec les Ah, c'est cuissons excellent. et tout. Voilà. C'est excellent comment l'histoire parfois peut changer de direction ou en tout cas en créer d'autres. Et donc c'est comme ça que ta relation avec le kayak est arrivée, enfin en tout cas dans la vie de tes parents, hein, qui ont eu une répercussion sur toi. Et donc après, donc, tu suis, comme tu l'as dit, la filière fédérale. Hein, donc tu t'inscris dans un club, tu fais des championnats. Donc tu avais une discipline de prédilection parce que dans le kayak, je sais qu'il y a plusieurs catégories. Et toi, quelle était ta discipline préférée? Ouais, alors nous, en haute parenthèse, vraiment, les clubs, ils sont plutôt centrés sur l'eau vive, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de lac pour pratiquer l'eau plate. Donc, les deux disciplines traditionnelles d'eau vive quand j'étais jeune, c'était la descente et le slalom. Et assez vite, bah, c'est le slalom qui a pris le dessus parce que c'est discipline olympique, c'est peut-être un peu plus ludique que la descente, au moins au début quand tu commences.
Et en 2002, il y avait les championnats du monde à Bourg-Saint-Maurice. Il y a souvent des championnats de France sur le stade semi-artificiel de Bourg-Saint-Maurice. Et donc, du coup, ben, c'était quand même plus facile enfin, il y avait un attrait plus prononcé pour le slalom dans les clubs de la région. Donc, j'ai fait de la descente, mais j'ai surtout fait beaucoup de slalom. Et après, bah, j'ai continué Alors, jusque il y les a eu du équipes haut de niveau France. également. Ouais, voilà, il y a eu du très haut niveau, hein. Ouais, bah, en fait, si tu as des bons résultats, tu passes de la deuxième division à la première division, aux équipes de France junior, puis jeunes, puis seniors. Et alors là, on va faire un bond en avant, mais tu me parlais des Jeux Olympiques à Paris, que ces disciplines-là étaient au JO. Est-ce que tu as, alors même si tu as quitté ces filières-là, est-ce que quand l'annonce a été faite que les JO étaient à Paris, est-ce qu'il y a eu une once de réflexion en toi d'y revenir, ou ça n'a jamais été ne serait-ce qu'une question face à toi-même? Non, moi, c'était vraiment pas une question. Je pense que au niveau fédéral, en France, c'est très compliqué là sur le kayak. Donc déjà, même si j'avais voulu revenir, je pense que on m'aurait pas laissé. Et en plus de ça, j'étais pas du tout épanouie Ouais, dans en ce phase. système-là et Mm. c'est pas quelque chose que j'ai envie de refaire. Je suis contente de l'avoir fait parce que j'avais un entraîneur incroyable et que ça m'a donné des outils techniques très solides pour la suite. Mais j'aurais aucune envie d'y revenir et je pense que pour moi, le kayak, ça a jamais été un sport qui se pratique sur une fausse rivière et entre des murs en béton, quoi. Ouais, intéressant, intéressant ton témoignage. Et puis donc, bon, là, on a commencé à entrevoir ton parcours qui t'amène justement à haut niveau, mais on arrive à un âge aussi où il y a les études que tu dois concilier. Donc, quelle étude est-ce que tu as entrepris justement entre tous ces déplacements, les stages probablement, les compétitions en équipe de France qui t'emmenaient un peu souvent, je l'imagine, hors de France. Quelle a été la filière dans laquelle tu t'es lancé au niveau études? Ouais, bah après le bac, je suis partie à Toulouse, en fait, pour être sur un pôle France et pouvoir m'entraîner en structure fédérale. Et en gros, moi, j'avais le choix enfin, il y avait trois structures, Rennes, Nancy et Toulouse. Euh, Nancy, je me voyais pas du tout m'entraîner là-bas. Rennes non plus, c'était trop éloigné de l'environnement dans lequel j'ai grandi et Toulouse, ça s'y prêtait bien parce que les Pyrénées, c'est pas loin. Euh, j'avais des amis là-bas. Donc je voulais vraiment aller à Toulouse. Et après, en choix d'études, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais j'aimais plutôt bien les sciences humaines et du coup, j'ai intégré l'IEP à Toulouse. Et est-ce que tu avais des horaires aménagés dans cette période de ta scolarité? Ou est-ce que tu étais full-time comme les autres élèves? Alors, c'était vraiment le tout début des athlètes qui rentraient dans ces cursus-là. Donc, on était vraiment un peu à l'essai et donc on avait des aménagements, mais sans en avoir. C'est-à-dire que on pouvait changer nos groupes de TD pour arranger un peu nos plannings. Mais voilà, les cours qu'on devait faire en présentiel, on devait être là. S'il y avait des absences, il fallait qu'elles soient toujours justifiées et il fallait que Justifié. la Ouais. semaine d'après, on soit d'équerre sur les rendus de dissertation ou de projet. Euh, et par contre, après, bah forcément, j'ai pu aménager la troisième année, qui est la mobilité. C'est très dur de partir sur un cursus de fac à l'étranger et de s'entraîner en même temps. Donc, c'était vraiment les stages. Mais cumuler deux stages, en fait, c'était compliqué pour les entraînements. Donc, si j'ai des années que j'ai aménagées sur 2 ans. La troisième année, je l'ai faite en 2 ans. Ouais. Et il paraît que durant cette période, alors c'est ce que j'ai lu, hein, Nouria, tu vas nous confirmer si c'est vrai, mais tu étais une des seules élèves qui arrivait à chaque fois les cheveux mouillés sur le banc de l'école, puisque tu cumulais tellement des entraînements que tu prenais à peine le temps de repasser chez toi ou de petit déjeuner. Est-ce que c'est vrai ça ou pas?
Ouais, bah, je pense que quand on est, enfin, pour être athlète et étudiant, il y a des moments où c'est un peu compliqué au niveau du timing. Donc, bah, j'allais pas beaucoup sur les cours en amphi pour pouvoir faire les entraînements au Pôle France. Mais avec le planning des TD, j'allais pas non plus à beaucoup de séances du Pôle France parce que c'était à 10 heures et à 15 heures les séances proposées et que j'étais en cours. Donc, bah, je m'entraînais beaucoup toute seule, soit tôt le matin, soit entre midi et deux, soit le soir après les cours. Et, euh, et c'est vrai que bah, je prenais pas le temps enfin, j'avais pas le temps en fait de me sécher les cheveux. De toute façon, Ouais, ça tenait pas, je me tout tenait pas je dans la me journée, ouais. je me déplaçais en vélo et donc j'arrivais à Sciences Po en jogging, les cheveux trempés. Il y a des heures de cours le matin si je m'étais levée à 5 heures pour aller m'entraîner ou arrivait le cours de 10 heures et je m'endormais quoi. J'étais Ouais, ouais, fatiguée, je ouais, m'endormais et c'est donc intense. les C'est profs étaient intense. quand même plutôt très Compréhensif. sympas. Et il y avait toujours un peu des premières années où des gens qui disaient ah mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle est trop mal habillée, elle ressemble à rien. Mais non, mais après bah les copains ils savaient et puis tout le monde s'en fichait, même les profs ils me laissaient Bon, c'est arriver intéressant. en jogging et en sweatshirt sans problème. Bon, c'est intéressant de connaître un peu ce parcours. Et puis après, ma question, c'est ensuite, est-ce que la fin des études correspond à ton choix de te dire, bon, bah, je sors de la filière classique, comme tu l'as dit, et je vais faire bah, du kayak de manière différente, ce qu'on appelle le kayak extrême ou le kayak d'expédition. Est-ce que la fin de tes études coïncide avec ce choix-là, ou est-ce que c'est une rencontre, un voyage peut-être qui t'a ouvert les yeux sur cet autre univers? Alors en fait, j'ai vraiment pas transitionné de l'un à l'autre de manière radicale. C'est Brutal. juste que j'ai toujours fait de la compétition en club très tôt. Mais en parallèle de ça, vu que mon père il avait commencé le kayak plus ou moins en même temps avec ses copains, j'ai aussi toujours eu accès à une pratique loisir du kayak. Euh, Pas en tant que sport de compétition, mais vraiment en tant que sport nature où voilà, tu pars découvrir une nouvelle rivière, tu campes, c'est le pique-nique avec les copains. Et donc, du coup, j'ai toujours un peu fait les deux. Et donc, même sur mes années en équipe de France, il y avait toujours des moments où s'il y avait l'opportunité d'aller faire une rivière à tel endroit ou un voyage à tel endroit pour aller faire vraiment du kayak plastique de rivière, j'y allais. Et donc, en fait, je pense que bah, toute jeune, je faisais déjà les deux. Et après, sur mes années équipe de France, je partais des fois au milieu de la saison pour aller faire du kayak de rivière et c'était pas toujours très bien vu ou compris. Et donc, au moment donné où j'ai arrêté le slalom, je faisais déjà presque autant de rivières que de slalom parce que dès que je ratais une sélection en équipe de France, bah, je partais faire la tournée des compétitions de kayak extrême aux États-Unis et puis j'enchaînais sur un projet de rivière là-bas avec des copains. Et donc, ça a vraiment pas été. Brutal. J'ai vraiment fait les Ça a été deux une depuis toute transition. jeune, Ouais. quoi. Ouais, ça c'est ce que j'avais aussi compris hein, dans ton parcours, puisqu'on voit qu'il y a déjà une dizaine d'années, bah, tu descends déjà tes premiers rapides, tu es déjà, on va dire, la première femme à faire des descentes. Donc ça transpire quand on regarde un peu ton parcours, mais à quel moment est-ce que ça devient vraiment, est-ce que tu bascules, alors j'allais dire, dans le professionnalisme. euh, Il y a peut-être encore un laps de temps entre le moment où tu décides de ne faire que ça et le moment où Red Bull, bah, justement, décide de t'accompagner. Comment s'est fait cette transition entre les deux, la sortie de la filière classique et puis bah, full gaz sur bah, la création de contenu aussi, hein, la création de contenu, d'embarquer la communauté et tous les amoureux d'aventure avec toi dans les différentes destinations que tu pratiques? Comment est-ce que ça s'est fait pour que ça devienne quelque part, au départ, tu l'as dit, on part avec les copains, on fait, et là, ça devienne vraiment de la création de contenu, du soutien de partenaires. Bah, en fait, il faut savoir que moi, mes partenaires, j'ai eu des partenaires en rivière avant d'avoir des partenaires en slalom.
tout en continuant le slalom. Et j'ai signé chez Red Bull. J'étais encore athlète en slalom et vraiment, ils, ils m'ont soutenu dans cette transition-là et ils m'ont aidé dans cette démarche de changer du slalom vers la rivière. Mais j'aurais pu continuer l'un ou l'autre plus longtemps, moins longtemps. Je pense que c'était vraiment bien de les avoir parce qu'ils étaient vraiment à l'écoute, là, les managers sport. Et sur mes partenaires en rivière, en fait, j'ai fait du freestyle assez jeune en parallèle du slalom. Donc ça m'a valu vraiment l'étiquette de rebelle et des relations très compliquées avec le système fédéral dès mes 15 ans. Mais par contre, j'avais des équipementiers qui me soutenaient, je payais pas mes bateaux de rivière. Et c'est ce qui me permettait aussi derrière de pouvoir aller faire des voyages et payer les billets d'avion parce que j'avais pas ces Ouais, coûts-là à assumer. de prendre en charge les frais de déplacement. Mais alors, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est la position généralement des fédérations est parfois regrettable parce que là, tu faisais une formidable promotion tu aurais pu en tout cas continuer à faire une formidable promotion de la discipline, même si tu naviguais, c'est le cas de dire, entre les deux. Bon, voilà, c'est un choix, on va pas creuser ce détail-là, mais moi, j'aimerais bien rentrer justement dans la conception des aventures parce qu'effectivement, des records, des titres, des voyages avec ton kayak, tu en as fait partout dans le monde, hein, partout dans le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu choisis le lieu, Nouria. C'est-à-dire que entre le moment où tu as une idée et le moment où ça se concrétise, il se passe combien de temps? Est-ce que c'est 6 mois, 2 ans? Et qu'est-ce qui t'amène sur un lieu? Est-ce que c'est des personnes qui te contactent en te disant, tiens, regarde, déjà, j'ai vu cette rivière, j'ai vu ce lieu. Est-ce que c'est toi qui fais la démarche? Le point de départ, comment et quand est-ce qu'il a lieu? Alors, il y a deux options. Vraiment, sur le point de départ brut, en fait, soit déjà, c'est le projet d'un copain et tu es invité sur ce projet-là où il y a un événement à telle destination. Il peut y avoir une compétition à telle destination. Et du coup, tu te dis, bon, bah, je vais en profiter. Je vais faire la compétition, j'en profite, je reste 4 semaines de plus et je monte un projet derrière. Et comme ça permet aussi de bien découvrir un endroit, d'avoir une meilleure connaissance des rivières, de rencontrer des pagayeurs locaux qui sont souvent la source d'information la plus fiable. Ouais, clairement, ouais. Et sinon, d'autres fois, c'est vraiment, on va partir d'un projet de rivière ou d'objectif, et après, on va trouver la destination, quoi. Euh, sur le projet de 100 pieds, on est parti de la chute de 100 pieds et après, euh, on a identifié des chutes qui étaient des potentiels objectifs et en fonction des conditions, on a choisi. Donc, il y a vraiment un peu deux points d'entrée. Après, des fois, il y a aussi le fait d'avoir quelqu'un avec qui on s'entend très bien, qui a un projet, qui a besoin de personnes dans son équipe et qui va nous proposer de venir sur son projet. Et c'est ce qu'on a pu faire il n'y a pas très très longtemps, il y a peut-être 1 an là, avec Agnol Serra sur le Rio Blanco. Donc, il y a plusieurs points d'entrée. Après, sur la préparation en soi d'un projet, des fois, c'est 1 mois parce que Agnol, il va m'appeler et me dit, écoute, là, je pense dans 1 mois, les niveaux d'eau, c'est bon. Est-ce que tu peux te rendre disponible pour faire ça? Est-ce que tu as envie de faire ça? Et des fois, c'est des projets plus longs de 2 ou 3 ans qui vont demander plus de réflexion, de préparation, de trouver le spot, d'essayer de comprendre un peu, d'anticiper les conditions, la météo, les niveaux d'eau, tout ça. Mais quand bien même, en fait, ce que les gens voient pas trop, c'est qu'on est vraiment, euh, c'est pas que du kayak. En fait, moi, quand les gens, je leur dis, ah, je suis kayakiste professionnel, ils s'imaginent que je passe ma journée à chiller et hop, je vais faire un petit coup de kayak, un truc gros et voilà. Alors qu'en fait, c'est un Il y peu a une comme préparation en amont. Il y a une non, mais préparation en amont c'est qui doit être surtout, non, dingue. mais sans la préparation en amont, en fait, encore plus loin, c'est que tu as une micro-entreprise, euh,
t'es l'employeur et l'employé, donc quand ton employé il fait de la merde, bah tu peux pas le virer parce que tu peux pas te virer toi-même, mais il y a toute la gestion d'entreprise qui va aller de penser des projets, de les proposer, de les vendre, de mettre en place la logistique déjà bien hors de l'eau et à des milliers de kilomètres de la rivière, quoi. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à une question. Est-ce que justement, dans la structure que tu as développée aujourd'hui autour de qui tu es, hein, la championne, il y a combien de personnes qui t'accompagnent en part-time ou à temps plein? Ou est-ce que tu es vraiment solopreneuse, comme on dit? Bah moi, je suis vraiment dans un sport niche, donc j'ai pas les moyens financiers d'avoir. Enfin, si je commence à filer 10-20% de ce que je gagne à un agent, ça va me mettre dans le rouge. Et en plus, j'ai vraiment pas du tout envie de ça parce que en général, quand t'as un agent, après t'es obligé d'accepter d'être un peu un panneau publicitaire. Et j'ai vraiment envie de garder le contrôle Tes choix. D'être sur libre dans mes tes choix. envies, sur mes envies. J'ai pas envie que d'avoir un agent qui me dise, ah, mais il faudrait mieux que tu fasses ça parce que c'est sûr que si tu vas faire des chutes en Islande, c'est très beau, c'est du beau contenu et ça va mieux marcher. Et il aurait tout à fait raison, mais j'ai pas du tout envie de faire ça parce que je me considère athlète avant d'être créateur de contenu et du coup, les projets, je les choisis pour des raisons sportives et pas pour faire Oui, ça c'est des intéressant. images. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on peut tomber parfois où certains peuvent tomber dans le piège de dire il faut que j'ai absolument que je crée tant de contenu par an ou tel contenu chaque mois et donc il faut que je trouve un spot et la création de contenu devient l'excuse, en tout cas devient la motivation pour aller faire une aventure à tel ou tel endroit et si tu fais bien de le préciser, c'est important parce que c'est généralement la mauvaise direction et sur laquelle il faut s'éloigner et que le sport reste au centre. C'est pas la mauvaise direction. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça et qui font ça très bien et qui ont un œil et, et qui sont peut-être plus créatifs. Et c'est ce qui leur plaît. Moi, c'est pas ce qui me plaît et c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais il n'y a pas de jugement de valeur sur ce que les gens ils font, quoi. Si ils veulent se lever à 4 heures du mat pour faire des images du soleil qui se lève en faisant leur sport, ben, très bien, tu vois. Mais si c'est pas pertinent de le faire pour ta préparation ou pour ton projet, bon, je ne le ferai pas, quoi. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Tu fais bien de le préciser. Donc, tu as toute cette logistique, effectivement, hein, tu l'as dit, du choix du projet, mais aussi de la compta. Mener un projet qui est dans quelques jours, mais aussi anticiper celui qui sera peut-être dans 6 mois. Donc, ça demande une gymnastique et une organisation sans faille pour que tout fonctionne bien. Et puis, il y a aussi cet aspect dans la discipline que tu pratiques et quand on voit les images, c'est la partie sécurité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, là, go, on peut y aller telle période, ou là, non. En fait, quels sont tes critères à toi, Nouria, de sécurité? C'est-à-dire que là, je m'engage pas. C'est difficile à dire quand on voit les vidéos que tu fais, de dire je m'engage pas, c'est trop dangereux. Je pense que 99,99% des gens qui voient la vidéo ne se seraient pas engagés. Mais quel est, toi, ton critère de sécurité? Il n'y a pas un critère de sécurité. En fait, c'est là où c'est toujours compliqué. C'est que, ben, par essence, le kayak de rivière, c'est dangereux. Mais quelqu'un qui est pas expérimenté, qui descend la Dordogne, c'est très, très dangereux, quoi. C'est plus dangereux que certaines des images impressionnantes de pagayeurs qui vont sauter des chutes ou faire des rapides avec des conséquences qui sont importantes, des prérequis techniques qui sont élevés, mais en fait, souvent les gens ils dissocient pas euh, quand ils appréhendent le risque, en fait, ils dissocient pas la conséquence de la statistique. Et en fait, c'est ça le problème du monde dans lequel on vit, c'est que on est tout le temps un peu à aller. Déjà, on va montrer tout le temps l'image un peu choc, on va Bien sûr. dramatiser le truc, on va pas montrer la préparation qu'il y a en amont, mais surtout, on va pas dissocier le risque de la probabilité pour que l'accident arrive. Et sauf que le risque, c'est ça. Si tu es Alex Honnold et que tu fais une ascension en solo, en escalade,
bon, bah, la conséquence, elle est super élevée. Le mec, s'il se rate, il s'écrase en bas, il est mort. Sauf que la probabilité pour qu'il se rate sur la voie qu'il a choisi de grimper, elle est très très faible. Et donc, le risque, il n'est pas très élevé. Et je pense que c'est hyper dur d'appréhender. Même moi, ça me le fait. Je suis là, oh, le fou. Mais en fait, non, il est pas fou, quoi. Euh, Il y a des Ah gens, oui, c'est sûr, ça enfin, c'est moi, évident, c'est je évident. conduis très, très mal, par exemple. Et ben, quand je prends ma voiture, c'est dangereux, tu vois. Non, je conduis pas si mal, je vais doucement et tout, en vrai. Mais c'est un exemple. Et aujourd'hui, tu refuses plus de projets que tu n'en acceptes pour des raisons justement de sécurité? Bah, moi, aujourd'hui, en fait, j'ai pas ça marche pas comme ça pour moi, puisque c'est moi qui monte mes projets et qui les décide. Donc, c'est vraiment, je Oui, refuse pas enfin de oui, oui. projet, À en partir fait. de là, tu refuses pas de projet. Voilà, tout C'est à trop fait. bien. Moi, je suis méga chef d'entreprise. Elle est Et nulle, ma alors, boîte, mais je suis chef. alors Non, attends, j'ai je vais beaucoup de reposer la liberté. question différemment. Je vais reposer la question différemment. Tu as combien de projets en cours sur lesquels tu travailles? C'est-à-dire que est-ce que tu fais one shot, c'est-à-dire que tu fais un projet, tu récupères, tu t'arrêtes, tu le commercialises, tu le ponces au maximum, et après, une fois que c'est fait, une fois que tu sens que là, il faut passer à autre chose, tu repars sur un autre projet? Ou est-ce que justement, tu en as trois ou quatre en même temps, tu les fais avancer chacun à leur manière, et après, bon, ben, l'ordre se fera en fonction du top départ? Comment est-ce que tu fonctionnes sur ça? Non, alors, en fait, moi, j'ai vraiment des choses que j'ai envie de faire qui me tiennent à cœur. Et donc, euh, et donc j'ai un peu, j'appellerais même pas ça des projets, tu vois. J'ai un peu une liste de rêves ou de trucs que j'aimerais vraiment faire. Et dès que c'est possible, dès qu'il y a une opportunité de pouvoir y aller et le faire, ou même si c'est pas toujours des grands rêves, tu vois, ça peut être des rivières super que j'aimerais bien voir une fois dans ma vie. Et bah, dès que l'occasion va se présenter de monter un truc et d'y aller, je vais le faire. Donc c'est pas je fais un truc, je le finis et je passe vraiment à autre chose parce que c'est toujours un peu déjà dans un coin de ma tête à me dire ah purée s'il y a les conditions là dans le Jura à telle période bah j'annule tout ce que j'ai comme rendez-vous, je mets toutes mes obligations de côté et je vais là-bas parce qu'il pleut quoi. C'est compliqué de planter tout le monde mais au final ouais, on Mais c'est toi qui s'habitue puis décides. les gens ils s'habituent aussi. Il faut juste le faire en s'excusant. Je suis désolée, il pleut. Ouais, en donnant du sens. J'annule. En donnant du sens. Parmi tous les projets que tu as montés, donc c'est difficile d'en sortir un plus qu'un autre parce qu'il y a toujours des records régulièrement. Mais, euh, mais celui qui a peut-être le plus interpellé, est-ce que ce serait pas celui justement où bah, tu as cette chute de 100 pieds, hein, donc ça représente un peu plus de 30 mètres en kayak. Est-ce que c'est celui qui a eu le plus de résonance ou pas du tout? Euh, oui et non. Parce qu'en fait, on avait ce projet de film et au début, on devait faire un film juste sur ce record. Euh, et puis, euh, et puis ça s'est fait. C'était l'année juste après le Covid. C'était toujours un peu compliqué Les déplacements? sur les déplacements, ça allait, mais on pouvait pas déplacer des équipes qu'on connaissait déjà. Parce qu'il y avait des quarantaines à faire, donc il a fallu travailler avec des gens qu'on connaissait pas. Enfin, et vraiment, moi, ça m'a demandé de faire bah, tout le travail d'un assistant de prod et la logistique, alors que c'est pas trop ce que je fais d'habitude. Mais je dirais que c'était un peu compliqué parce que le film, finalement, on a changé d'idée au dernier moment. Et du coup, on n'a pas parlé de la chute tout de suite. Et donc, je l'ai faite et pendant un an, il n'y a rien eu sur cette chute. Et donc, c'est vrai que c'était un peu ambigu parce que normalement, tu fais un projet comme ça, le truc qui sort et c'est dans l'actualité. Mais là, c'est vrai que on s'est dit avec David Arnaud, qui est le réalisateur du documentaire Whitewater, que c'était pas très intéressant de faire un film juste sur, sur une fille qui saute une chute de 30 mètres. On trouvait ça un peu
ça marche bien les chiffres, hein, t'es la plus haute Oui, qui a oui, été ça reste faite impressionnant. Ça ou reste c'est impressionnant, mais au-dessus. Mais on trouvait que bah dans le fond ça manquait un peu de substance profondeur. et Ouais. donc euh, et donc on avait envie enfin d'approfondir la chose et peut-être justement de montrer un peu tout ce que ça implique au-delà de juste l'image choc ou Ouais, l'image l'image qui choc. va Ouais. marcher quoi le et euh, et donc bah là les gens de chez Red Bull ils nous ont aussi suivis dans cette idée-là qui était un pari un peu fou parce que on investit tous sur un projet à un moment T et puis là ça dort pendant plus d'un an et donc ouais c'était finalement je sais pas si c'est le projet de la chute qui a marché ou juste bah le film L'histoire. L'histoire qu'il y a qui autour. marche je saurais pas dire et je pense que pour moi c'est un peu il faudrait poser la question à quelqu'un d'autre parce que moi j'aime pas trop enfin tu vois ce film je sors de la salle quoi. Ouais, 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 je vois. Je sais Je pas vois. comment les téléspectateurs ils restent 1h26 devant le film parce que moi je m'entends et j'entends et je suis là waouh je suis insupportable mais je crois que les gens sont gentils puis le film plaît tant mieux mais ouais c'est dur à dire si c'est ce projet-là qui a marché parce que je pense que peut-être ce qui marche c'est qu'il y a une histoire c'est qu'il y a du fond et c'est que on voit des choses qui sont pas données à voir d'habitude Ouais, je dans vois. ce genre de contenu. Mais toi qui es. Alors là, tu parlais des gens qui étaient dans la salle, mais toi, quand tu es sous ton casque, au moment, après avoir fait probablement des reconnaissances, avoir tout observé de ce que tu vas. Dans l'eau dans laquelle tu vas passer ou le canyon dans lequel tu vas passer sous différents angles justement pour avoir la meilleure approche possible. Le jour J, comment tu vis avec ton équipe? Est-ce que tu es hyper concentré le jour J? Est-ce que tu ne changes pas du tout tes habitudes? Est-ce que tu te mets dans ta bulle? Parce que je pense que quelquefois, dans des situations, on peut dire j'imagine, j'ose imaginer. Là, je pense que peu de personnes qui écoutent le podcast, et il y a des milliers de personnes, peuvent s'imaginer ce que c'est l'instant, les quelques instants avant de s'élancer, dans lequel on va se jeter dans une chute de plus de 30 mètres en kayak. Comment tu es le jour J? Stressé, pas stressé, détendu, concentré? Non, non, le jour J, forcément, il y a énormément de peur, hein. Si je vais prendre l'exemple de la chute, mais bon, déjà, c'était un peu compliqué de gérer les équipes parce que je connaissais pas les gens et moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec des grosses équipes. Et là, ben, pour la sécurité, il y avait des paramédics, il y avait des cordistes pour sécuriser l'accès à la chute parce que les gens qui venaient filmer, il fallait qu'ils puissent descendre en pied de chute et aussi en amont. Donc ça faisait vraiment beaucoup de monde et ça c'était compliqué à gérer parce que la responsable en plus était trop gentille et, euh, et du coup personne n'écoutait quoi. Donc c'était vraiment le chaos. Et donc c'est vrai que moi j'avais beaucoup de stress et de peur parce que si je me rate bah là, pour le coup, les conséquences, elles sont élevées, quoi. T'as vite fait de te blesser et de te blesser gravement. Donc, c'est vrai que bah, juste en amont, là, dès que déjà, on a mis longtemps avant de. En plus, il n'y avait pas les bons niveaux d'eau comme on voulait. Donc, on a mis longtemps à attendre, à espérer que l'eau monte, à prendre la décision. Donc, ça, l'attente, je trouve que ça rajoute quand même au stress. Mais à partir du moment où je décide d'y aller, là, je suis obligée de vraiment me détacher de tout et de tout le monde pour me concentrer vraiment sur ce que j'ai à faire. Et là, finalement, c'est le moment où ça va un peu mieux parce que je suis concentrée sur des mouvements techniques que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à faire, je sais les faire. Et et il y a plus de place pour le reste. Mais c'est sûr que Ouais. quand le reste vient parasiter ça, c'est vite compliqué à gérer, tu vois. Quand je suis prête à partir et que le mec du drone, il est pas prêt et qu'au moment de partir, tout le monde te crie dessus et te dit de pas y aller, c'est hyper dur de pas s'énerver,
Ouais, de d'attendre, rester d'accepter focus. d'attendre, de rester dans sa bulle, de refaire un peu tout le processus de visualisation mentale et de cohérence cardiaque, de respiration pour se remettre bien. Mais bon, ça fait partie un peu du truc et des fois c'est comme ça et non, c'est sûr que avant un rapide compliqué, il faut réussir à se gérer. Mais je pense que pour ça, le slalom, c'était bien parce que ça m'a appris à faire ça pendant des années. Sauf que quand je me ratais, j'avais un mauvais résultat. Maintenant, c'est exactement la même chose, sauf que quand je me rate, ça fait mal. Ça fait Ou mal. c'est Et alors, potentiellement plus grave. c'est potentiellement plus grave, tu l'as dit. Et vu les rivières que tu empruntes, on peut totalement le comprendre. Et est-ce que les secondes, le moment où je sais pas si on peut dire si tu te jettes, hein, moi je ne fais pas de kayak, mais je vois les images, mais où tu chutes justement de plusieurs mètres de hauteur, bon là on parle de plus de 30 mètres de haut, mais il y en a d'autres où c'est peut-être un peu plus court. Est-ce que tu saurais décrire ce qui te passe par la tête dans ces moments-là, dans ces instants-là, avant d'avoir l'impact avec l'eau? Est-ce que c'est une émotion qui est commune à tes différentes aventures, tes différents projets, ou est-ce que chaque émotion est différente? Mais c'est vraiment les instants où voilà, tu as fait, comme tu l'as dit, tous les gestes que tu savais faire, probablement pour te positionner au bon endroit, celui que tu avais étudié, à la bonne vitesse, et les secondes, les instants d'après, entre ces moments-là et l'impact. Vraiment, sur ces instants-là, il y a vraiment pas d'émotion. Et je pense qu'il n'y a pas de place pour les émotions. Et du coup, je suis vraiment dans la réalisation du plan que j'ai élaboré en amont ou en train de me réadapter. Parce qu'on est quand même dans un milieu, dans un environnement qui est complètement changeant, en fait. L'eau, qu'elle soit devant nous ou sous le bateau ou même parfois derrière nous, elle bouge. Et donc, ça peut venir modifier la trajectoire ou la vitesse ou l'angle. Donc, vraiment, et c'est ce qui est un peu magique dans ce sport, c'est qu'il y a pas il y a pas de place pour tout le reste. Et donc, tu es vraiment dans la réalisation de ta descente de rapide. Et seulement une fois que c'est fait, ou alors en amont, tu vois, en amont, tu as des émotions, tu as du doute, tu as de la peur, tu as de l'excitation. Euh, mais c'est seulement, en fait, une fois, avant que ça commence et une fois que c'est fini, que vraiment il y a de l'émotion. Alors après, sur des descentes où il y a beaucoup de rapides enchaînés, là, c'est vraiment le yo-yo entre je suis content, j'ai peur, j'ai une mauvaise idée, euh, et ces moments où tu es 100% concentré sur ce que tu fais. Euh, et donc, les émotions, elles sont ambivalentes. Il y a tout un peu parfois en même temps. Et c'est aussi ce qui est très, très fort, quoi. Tu parlais de la peur, Nouria. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as vraiment eu peur? Moi, j'ai tout le temps peur. Alors, Et plus je fais du oui, kayak, non, mais ouais, non, mais en fait, plus je fais du kayak, plus j'ai peur. Parce que je pense qu'on arrive à un niveau d'expertise où tu es plus conscient des dangers. Tu connais, tu sais mieux lire la rivière. Tu connais plus d'histoires, de scénarios un peu improbables qui sont arrivés. Et c'est bien d'avoir peur. alors je ne sais pas si ça va être un peu philosophique peut-être, mais est-ce que la rivière te parle parfois? Parce que tu sais, j'ai fait un épisode avec Charles Caudrelier, qui est d'ailleurs en tête au moment où on se parle de l'Arkea Ultimate Challenge, où c'est ces bateaux immenses qui volent, ils sont en train de faire le tour du monde, et Charles est actuellement en tête vers la pointe de l'Afrique, il a passé la pointe de l'Afrique, et lui me disait justement lors d'un podcast qu'on a sorti il y a une quinzaine de jours, que son bateau lui parlait, et il était capable, ne serait-ce qu'en entendant le moindre bruit, de son bateau, de savoir en fait quelle était la signification. Est-ce que toi c'est pareil, quand tu es dans une rivière, tu es presque connecté ou en communion avec l'élément? Bah forcément, on est connecté avec l'élément parce qu'on est en constante lecture et en constante prise d'informations sur les sensations. Après, je crois pas avoir de connexion spirituelle avec la rivière parce que je suis quelqu'un de plutôt rationnel et que ça me parle pas trop, mais chacun son style, hein. Et alors juste sur la peur, j'ai lu dans une de tes interviews que je crois que c'est en 2018 où tu avais été entraîné justement par un tourbillon, et que donc du coup tu avais pu récupérer ton kayak un peu plus tard et donc continuer l'aventure. Est-ce que ça a été un moment difficile à gérer, ou est-ce que s'il y en a eu des tas d'autres comme ça?
Bah, non, il y en a eu plein d'autres. Après, Probablement. enfin, il y en a eu Probablement. d'autres. C'est juste que celui-là, il est sur une caméra et dans un film, et que du coup, tout le monde aime bien le ressortir un peu à la moindre occasion, parce que c'est un très bon exemple, malheureusement. Mais oui, des fois, on n'a pas la ligne qu'on veut, on se met dans des situations inconfortables ou dangereuses, et non, c'est pas des bons moments, ouais. Alors, comment tu travailles mentalement tout ça, justement? Tu parlais de préparation mentale, de respiration. Est-ce qu'avant un événement, ou peut-être dans ton mindset, dans tes routines au quotidien, tu as justement comment est-ce que tu te prépares au quotidien sur la partie concentration mentale? Bah moi j'ai fait un peu de prépa mentale quand je faisais du slalom, donc je pense que ça m'a donné un peu des outils, et après j'ai des petites routines ou des choses que je réarrange un peu à ma sauce quand j'en ai besoin. Si je sens que j'ai besoin de me concentrer ou que je suis un peu trop stressée au-dessus d'un rapide, je vais faire des exercices de respiration où je vais vraiment essayer de me calmer. Mais ça va vraiment varier en fonction des contextes. Et, et je pense que maintenant, j'ai suffisamment d'outils et d'expérience pour pouvoir me les réapproprier un peu quand ça m'arrange et quand j'ai envie, mais je fais pas de choses très Qui sortent de... spéciales ou hors du Ouais, qui commun. sortent. Ok. Et ton équipe, donc, tu expliquais, hormis effectivement Covid et quelques projets qui ont dû t'obliger justement à travailler d'autres personnes que tu connais pas forcément, que tu connaissais pas forcément, mais est-ce que hormis ça, tu travailles avec des personnes de manière fidèle, que tu emmènes sur différents projets? Enfin, on va dire la garde rapprochée de Nouria, ça serait combien de personnes? Bah, en fait, on change, enfin, moi, je change beaucoup d'équipe parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes envies au même moment. Et donc, il y a des gens, je sais que j'aime naviguer avec eux, j'ai confiance en eux. Euh, et donc, c'est un groupe assez grand de personnes. Et après, en fonction des projets et des envies de chacun, euh, on part ensemble ou pas, parce que des fois, on veut pas forcément les mêmes choses. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Et là, on parle de l'équipe. Moi, je vais plutôt parler du support que t'apporte Red Bull aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent, qui font du sport extrême ou pas, qui suivent forcément aujourd'hui. Red Bull est très très impliqué dans quel que soit quel que soient les sports, pardon, et généralement créer des événements extraordinaires tout autour de la planète. Et une personne qui nous écouterait aujourd'hui et qui aimerait un jour être un athlète Red Bull, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quelle que soit la discipline, est-ce que c'est un état d'esprit, est-ce que c'est un contact, est-ce que c'est un projet qui va permettre la mise en contact, mais quel conseil tu pourrais lui donner? Le conseil que j'aurais à donner à n'importe quel jeune, c'est de pas forcément essayer d'être sponsorisé ou de vouloir être athlète pour telle marque ou telle autre marque, parce que je pense que il faut d'abord faire les choses pour soi et parce qu'on aime ça. Et donc un jeune qui aime le kayak, il faut qu'il fasse du kayak pour lui parce qu'il a envie d'être meilleur et qu'il ait ses propres rêves. Et je pense que d'être athlète Red Bull, bah c'est formidable, mais parce que Red Bull nous soutient et nous permet de monter des projets un peu de plus grande ampleur. Mais, le rêve à la base, c'est le projet. C'est pas forcément de, de vouloir, De enfin, vouloir être sponsorisé. enfin, un jeune qui veut être sponsorisé, et on le voit, en fait, bah déjà, ils idéalisent le truc et souvent, ils se rendent pas compte du travail que Du ça travail qu'il y a implique, derrière. Ben, c'est et du clair. travail Ouais. qu'il y a derrière. Et souvent, en fait, ben, moi, j'ai un copain, il est passé chez Red Bull, il s'est rendu compte du travail que c'était derrière, et 2 ans après, il a dit non, non, mais en fait, je veux plus, quoi.
Et il a quitté ce monde-là parce que ça met la pression, parce qu'il faut performer, parce qu'il faut s'entraîner, parce qu'il faut un peu gérer tous les à côté. Et lui, ça lui convenait pas. Mais je pense qu'il faut qu'il faut que les gens ils se concentrent sur ce qu'ils ont envie Sur ce qu'ils eux, aiment, sur ce ce qui qu'ils aiment. leur fait plaisir, ce qui leur fait rêver eux, et de pas faire les choses pour un sponsor ou pour un contenu ou pour une image. Il faut faire les choses, je pense, vraiment pour soi parce que c'est ce qu'on aime. Et, et je pense que si tu fais les choses pour les mauvaises raisons, tu peux pas durer dans le temps. C'est Ouais. trop dur et Non, mais je c'est suis trop totalement en phase. fatigant. Ouais, je suis totalement en phase. Je te posais cette question volontairement, puisque au moment où on se parle, l'épisode n'est pas encore sorti, mais au moment où notre épisode va être diffusé, qu'on enregistre actuellement, l'épisode sera sorti. C'est un épisode que j'ai fait avec Alasdair Mackenzie. Donc, c'est un jeune garçon, un Français, qui n'a pas encore 20 ans et qui a déjà gravi les 12 des 14 sommets les plus hauts du monde, donc des 14 sommets à plus de 8000. Et en discutant avec lui, quand je l'ai enregistré sur Lyon, on discutait, et c'est vrai que lui, la marque le faisait forcément. Il aurait aimé être accompagné par cette marque-là. Et quand je vois les exploits qu'il réalise à 18 ans, et il a commencé à 18 ans, parcourir tous les sommets de plus de 8000 qui font rêver. Il lui en reste 2 et il va les faire en avril et mai là, cette année, en 2024. Et on lui souhaite le meilleur, hein, parce que ça lui permettra de boucler et d'être le plus jeune à avoir réalisé les 14 sommets de plus de 8000. Et donc voilà, ça m'a fait penser à cette question. Et en tant qu'athlète Red Bull, c'était important que tu nous partages le mindset, voilà, ton mindset et quelle était ta vision sur ça. Aujourd'hui, Nouria, au moment où on se parle, est-ce que tu as des... Combien... Enfin, c'est pas ce que tu as, parce que je pense que tu en as, mais tu travailles sur combien de projets? Alors, peut-être pour 2024, mais aussi pour la suite. Tu as combien de projets aujourd'hui sur ton bureau qui sont positionnés et que tu fais avancer un petit peu l'un, un petit peu l'autre? En fait, j'ai pas de chiffres à te donner. Et j'ai pas de Alors, qu'est-ce qui projet non t'enthousiasme plus. aujourd'hui? Quel est le projet qui t'enthousiasme le plus aujourd'hui sur lequel le projet que tu as envie de sortir? Là, je pars en Colombie bientôt. Mais en fait, mes projets, j'ai pas du tout envie de les annoncer à l'avance parce que ça rajoute de la pression Ouais, je comprends. et parce que ça sortira quoi, ça sortira. Ouais. Mais non, c'est sûr, j'ai plein de rêves, j'ai plein de projets et il y a aussi plein de projets qui sont pas forcément faciles à proposer parce qu'ils parlent pas, tu vois. C'est un peu comme, voilà, tu fais les 14 8000, tu vois, t'as des chiffres, t'as de la hauteur, c'est très parlant. Mais quelqu'un qui va faire, je sais pas, une ascension hyper technique dans une face nord sur quelque chose qui est peut-être moins haut, ça va parler à personne, mais l'exploit technique et de planification et de connaissances que ça demande, c'est encore le niveau du dessus, quoi. Euh, et donc, j'ai pas envie que mes projets ils soient jugés par des gens qui comprennent rien. Et donc, Ouais, qui n'ont pas les je compétences. préfère les garder pour moi parce que c'est aussi mes rêves et, et d'attendre le moment opportun pour en parler, quoi. Ouais, c'est Mais une très moi, bonne en gros, réponse. ce que Ouais. j'ai envie de faire, c'est de faire des très belles rivières dans le monde, des expéditions, de préférence en autonomie. Ça peut être des premières descentes, mais pas forcément. Et si possible, de réduire un peu, l'empreinte carbone et de le faire dans un style un peu plus pur où finalement on va privilégier des marches d'approche rudes et compliquées plutôt que des pauses en hélico ou des avions. Après, des fois, c'est pas possible et donc il y a forcément un peu des deux, mais je pense que c'est vers ça que j'ai envie de m'orienter. Et dans quel pays aujourd'hui tu as pris le plus de plaisir à pratiquer ta discipline? Est-ce qu'il y a un pays plus qu'un autre qui vraiment dans lequel tu te sens vraiment vraiment à l'aise? Ou est-ce que il y a pas vraiment de pays dans lequel tu te sens à l'aise, c'est plutôt le moment et les personnes avec lesquelles tu partages? Ben, je pense qu'il y a des pays où culturellement c'est plus facile de se sentir bien.
Mais je pense que c'est toujours un peu les personnes qu'on rencontre qui font que on a des affinités avec l'Argentine plutôt que l'Inde, quoi. Et en fait, le voyage d'après, tu décides de repartir en Inde dans une autre région et tu rencontres d'autres personnes et en fait, tu t'y sens à nouveau très bien, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de réponse figée à ça et que les gens changent, les choses changent, les envies changent. Et du coup, c'est dur pour moi de dire est-ce qu'il y a un pays que tu préfères ou une rivière que tu préfères ou, ou des projets que tu as préférés parce que tu fais un projet, tu passes à quelque chose d'autre et ok, tu as fait un projet formidable d'un côté, mais est-ce que tu le préfères à l'autre projet que tu as fait 2 ans avant? Je sais pas quoi. Ouais, c'est des choses qui avancent au fur et à mesure. Et puis on va arriver sur la fin justement de l'épisode. Nouria, quels sont les enseignements que tu as tirés justement à travers toutes les expéditions et tous les pays dans lesquels tu as fait des descentes avec ton kayak? Quels seraient les enseignements que tu pourrais, ou un message que tu pourrais partager aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Je pense que les enseignements du kayak, c'est que et je pense que c'est quelque chose qui est assez commun dans les sports nature, c'est que de toute façon, t'as beau être très bon, à un moment donné, l'élément il sera toujours plus fort que toi. Donc face à la rivière, tu restes qu'un homme et je pense que c'est important de rester à sa place et de rester humble et de se dire bah ouais, il y a des jours ça va, je m'en sors bien et il y a des jours ce sera plus compliqué et tu te sentiras plus vulnérable. Mais je pense ouais d'accepter ça, de vivre les choses pleinement dans les bons moments comme dans les moments un peu plus difficiles et de rester ouvert parce qu'au final ce qui est le plus important c'est pas le nombre de rivières que tu as descendues et la hauteur de la chute et le plus jeune ci et le plus fort ça et le plus grand ça. Ça va disparaître. C'est comme les podiums. Une fois que tu as gagné 40 Coupes du Monde, tu peux plus. Enfin, c'est pas ça qui est important. Et je pense que c'est vraiment le cheminement, les rencontres et la manière de faire les choses qui priment sur l'exploit en soi aussi, quoi. Et t'as pas besoin d'être le meilleur au monde pour vivre des choses incroyables. Et je pense que s'il y a des gens qui ont des rêves, et faut qu'ils y aillent à fond et qu'ils se donnent les moyens d'essayer. Et qui se donnent les moyens d'essayer, c'est hyper inspirant. Où est-ce qu'on peut te suivre, Nouria? Sur quel réseau, sur quel site on peut suivre ton actualité ou les différents contenus que tu as produits? Du coup, moi, je suis sur les réseaux classiques. Et après, les contenus bien, normalement, ça se passe sur Red Bull TV. Ouais, je confirme, ils sont bien, je confirme. C'est sur Red Bull TV, redbull.com, ouais. Les contenus un peu plus élaborés Ouais, un peu plus poussés. et sympas. Après, si vous voulez voir des trucs faits dans mon garage, il y a YouTube, mais ouais, des fois, c'est pas hyper propre. Bon, génial. Un grand merci, écoute, pour ce partage. Pour avoir mieux compris ton parcours, ton univers, ce que tu faisais, comment tu le faisais. C'est toujours très, très, très intéressant. Un grand merci à toi, Nouria, pour ta disponibilité. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour cette année 2024, en tout cas. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.